La 'Ndrangheta tente désormais de blanchir discrètement ces milliards d'euros de recettes en les investissant. Avec l'argent de la drogue, la mafia investit surtout dans les régions situées au nord de Rome, en Italie, ou dans toute l'Europe. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. La 'Ndrangheta comme la Camorra se sont illustrées dans le monde de la construction immobilière. Elles ne le font pas seulement pour gagner de l'argent, c'est aussi une question de prestige. Être présent à l'Expo Milano 2015 et avoir travaillé pour une famille mafieuse est une démonstration de pouvoir. La 'Ndrangheta étend ses tentacules jusque sur la Côte d'Azur. Au moins 6 clans s'y sont implantés. Le concept de colonisation me semble être l'aspect le plus important, c'est-à-dire la capacité à influencer la manière de penser des gens, à conditionner les esprits, à influer sur le comportement des administrations publiques. Ils vont même jusqu'à modifier la politique des territoires conquis. L'achat de ces somptueuses villas s'effectue la plupart du temps par l'intermédiaire de sociétés immobilières privées. Les financiers et autres tireurs de ficelles restent généralement dans l'ombre. Un notaire que j'ai rencontré à Marseille disait que les SCI, c'est des machines à laver l'argent sale. C'est vraiment des zones de non-droit, où les règles habituelles de l'urbanisme ne s'appliquent pas. Et voilà, ça permet des maquillages vraiment très très difficiles à élucider. Le commissaire Philippe Frison collabore fréquemment avec ses confrères italiens, qui ont des méthodes plus efficaces en matière de lutte anti-mafia. Et on n'est pas sûr à la fin d'avoir un résultat. Et quand vous savez que vous ne attaquez qu'une petite partie du système, ça montre l'importance des sommes en jeu dans ces histoires de blanchiment. Si la mafia est très active dans le sud de l'Europe, elle l'est aussi dans le nord, depuis longtemps déjà. L'Allgäu, dans le sud-ouest de la Bavière, est l'un des grands fiefs de la 'Ndrangheta. Il y a des liens historiques. Dans les années 80, quand la police italienne a décidé de faire véritablement la chasse aux mafieux, ceux-ci ont cherché refuge chez leurs parents installés à l'étranger. C'est ainsi que beaucoup se sont retrouvés à Kempten, où ils ont poursuivi leurs affaires. Armin N., le chef de la brigade antidrogue de l'Allgäu, a été lui-même accro à la cocaïne pendant des années et maltraitait sa femme. Après un accès de violence conjugale, il a été appréhendé par la police. À la suite de son arrestation, ses collègues ont découvert 2 kilos de cocaïne planqués dans son casier au commissariat. Un trésor estimé à 160 000 €. D'où venait la drogue? Le faisait-on chanter? Prévenait-il la mafia avant les descentes de police? Comment s'est-il retrouvé dans cette position? D'autres policiers étaient-ils impliqués? Aucune de ces questions n'a trouvé de réponse au cours du procès. Nous avons mené de vastes enquêtes afin de découvrir l'origine des stupéfiants. Celles-ci ne nous ont pas permis de recueillir le moindre indice de nature à prouver que l'accusé se procurait la drogue grâce à de quelconques liens avec la mafia ou qu'il en faisait commerce. Lors du procès, les accusations d'accointance avec la mafia n'ont pas été prises en compte. La présence de la mafia dans l'Allgäu depuis de nombreuses années laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un complot. Le fait que 2 personnes se soient suicidées depuis l'arrestation de l'inspecteur de police alimente les spéculations. En effet, un Italien soupçonné d'entretenir des liens avec la mafia et un procureur impliqué dans l'enquête sont morts. Une chose est sûre, l'Allemagne attire les réseaux criminels et pas seulement la mafia italienne. L'Office fédéral de police criminelle, BKA, a instruit 9000 dossiers l'an dernier. Les sommes en jeu sont estimées à 720 millions €. Et ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Le crime organisé à l'échelle nationale comme internationale est l'une des pires menaces qui soit. Et cette menace n'est pas prise suffisamment au sérieux. À l'aéroport de Francfort, les valises de billets circulent sans être interceptées. Le plus grand aéroport d'Allemagne, plaque tournante du système mondial de transport aérien, est le théâtre d'un important trafic d'argent sale.
L'aéroport joue un rôle bien plus considérable qu'on ne l'imagine dans les affaires de trafic d'argent sale. Or, dans le contexte général de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, le trafic d'argent liquide a une importance capitale. Il fonctionne comme le trafic de stupéfiants et c'est pourquoi les contrôles doivent être pris très au sérieux. En Europe, selon les estimations, les organisations criminelles réalisent chaque année des profits de plus de 100 milliards d'euros, le tout en liquide. Ces sommes mirobolantes ne deviennent toutefois réellement dangereuses que lorsqu'elles sont investies sans éveiller les soupçons ou déposées sur des comptes en banque plutôt qu'entreposées dans des cachettes. C'est précisément le but du blanchiment d'argent. L'Allemagne passe pour le grand pays du blanchiment de capitaux. On présume que la 'Ndrangheta y blanchit 80% de l'argent de la drogue. Les Russes, Libanais, Nigériens, Mexicains et bien sûr les Allemands blanchissent et investissent ici leurs profits illicites. Leur mot d'ordre, l'égalité, pouvoir et influence. Ça se passe plus ou moins comme dans les romans ou les films d'espionnage. L'argent est transporté dans des valises. C'est comme ça que des sommes dépassant parfois le million d'euros peuvent passer les frontières. Ce n'est pas comme si le blanchisseur devait nous prouver qu'il a gagné son argent de façon légale. C'est précisément l'inverse. C'est nous qui devons non seulement prouver que son argent provient d'activités illégales, mais aussi pouvoir citer les sources en question avec précision, ce qui est bien souvent très difficile. Dans les cas où il s'avère qu'il s'agit bel et bien d'argent sale, nous devons pouvoir confisquer cet argent plus facilement. Nous devons renverser la charge de la preuve. Quand nous avons des raisons sérieuses de penser qu'un individu ne gagne pas sa vie par des moyens licites et possède néanmoins des biens de grande valeur, nous devons avoir la possibilité de confisquer ces biens, à charge pour lui d'en établir l'origine licite. À Berlin, la lutte contre le blanchiment relève principalement de la responsabilité du ministère des Finances. Or, celui-ci ne semble pas s'inquiéter outre mesure du fait que des réseaux criminels internationaux blanchissent leur argent en Allemagne et infiltrent les organes vitaux du pays. Nous avons tenté plusieurs semaines durant d'obtenir une interview, mais elle nous a été refusée sous prétexte de manque de temps. Le ministère a fini par nous envoyer une réponse écrite, mais celle-ci est très générale. Toutes les questions pointues ont été ignorées. La loi allemande relative à la lutte anti-blanchiment respecte les critères internationaux. On nous sert toujours les mêmes mauvaises excuses. Le gouvernement dit appliquer formellement les recommandations et directives de l'Union européenne. Or nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment et en cela nos objectifs sont diamétralement opposés. Il y a 2 ans déjà, l'accord de coalition du gouvernement allemand annonçait une simplification des procédures de saisie des biens acquis frauduleusement. Mais aucune mesure concrète n'a été prise depuis. Le gouvernement s'était engagé auprès d'une commission de l'OCDE à rendre punissable au moins le blanchiment effectué par les trafiquants eux-mêmes, et ce d'ici 2014. Mais il n'a encore rien fait. L'avantage en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de contrôle ni de lutte anti-mafia vraiment poussée. C'est vrai que sans véritable législation anti-mafia, les trafiquants sont tranquilles. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, ils savent que personne ne viendra les embêter. Même s'ils blanchissent de l'argent, personne ne viendra fouiner dans leurs affaires. Il suffit qu'ils paient leurs impôts pour ne pas être inquiétés. Cette femme travaillait pour le service anti-blanchiment d'une banque. Avec sa collègue, elle a découvert des indices laissant à penser que de grosses sommes d'argent sale transitaient par des comptes au sein de sa banque. Les 2 femmes ne souhaitent pas décliner leur identité. Elles ont peur des hommes qui se cachent derrière ces transactions. Je devais examiner les relations entretenues avec les clients, repérer les transactions douteuses, contrôler les relations commerciales des clients, afin de déterminer s'il était pertinent de les signaler aux instances d'enquête judiciaire. Les banques allemandes sont légalement obligées d'affecter du personnel à la prévention contre le blanchiment. Mais qu'arrive-t-il quand celui-ci identifie des opérations douteuses ? On nous a interdit à plusieurs reprises de mener des recherches plus poussées. Nous avons trouvé cela étrange. Les 2 femmes ont été priées, selon leur dire, de travailler sur d'autres dossiers. Et le 30 septembre 2013, on nous a licenciés sans préavis.
La banque refuse toute interview filmée. Par écrit, elle réfute tout ce qui lui est reproché, en alléguant avoir délégué les recherches à un organisme externe. Les analyses externes conduites par des sociétés d'audit ont démontré que les systèmes de la banque ont toujours fonctionné efficacement. Les plus grandes banques allemandes ont leur siège à Francfort. Andreas Frank les connaît bien pour avoir travaillé lui-même dans ce monde-là. Il lui a tourné le dos lorsqu'il a commencé à soupçonner certains de ses collègues d'aider des criminels à blanchir de l'argent sale. Il a rendu l'affaire publique et a subi de lourdes représailles. Il a accusé le gouvernement fédéral de ne pas appliquer les directives de Bruxelles. 2 recours en manquement ont été engagés et l'Allemagne a été sommée d'améliorer son système de lutte anti-blanchiment. Lorsque j'ai commencé à pointer du doigt les déficiences de l'Allemagne en matière de lutte anti-blanchiment, je pensais que ça se limitait au secteur non financier. Aujourd'hui, je constate que le secteur bancaire est lui aussi fortement concerné. L'autorité fédérale de surveillance du secteur financier, ou BaFin, elle aussi basée à Francfort, doit vérifier que les banques appliquent la loi sur la lutte anti-blanchiment et intervenir quand un nombre suffisant d'indices concrets incrimine un établissement. La BaFin fait appel à des sociétés d'audit externes qui ont pour partie été elles-mêmes mêlées à des affaires de blanchiment par le passé et même été condamnées, du moins aux États-Unis. Dans le cas qui nous intéresse, le travail de contrôle entamé par les employés de la banque a été délégué à une société d'audit externe sur injonction de la BaFin, sans résultat concret. La plainte déposée par les 2 femmes à la suite de leur licenciement n'a pas eu plus de succès. La BaFin refuse d'aborder des affaires individuelles devant les caméras. Voici ce qu'elle nous a écrit. Les commissaires aux comptes sont tenus de déceler et de faire état de potentiels conflits d'intérêts. La BaFin n'a pas connaissance de la façon dont les contrôles sont menés au sein des établissements de crédit. Les contrôles sont donc finalement laissés à l'appréciation des banques et des sociétés d'audit. Il faut soulever la question suivante. Une société d'audit qui examine un cas particulier n'a-t-elle pas intérêt par la suite à être engagée par le même institut financier pour réviser le bilan de fin d'année? Il y a là un conflit d'intérêts manifeste. Je trouve cela tout à fait inquiétant. La BaFin dépend du ministère des Finances. Et voici ce que celui-ci a écrit. Le groupe d'action financière a établi après examen que l'Office fédéral de surveillance du secteur financier respectait les normes internationales. Tout de même étonnant qu'à l'étranger, les banques allemandes soient fréquemment condamnées pour violation des réglementations en matière de lutte anti-blanchiment ou carrément pour blanchiment de capitaux, comme ça a été récemment le cas de la Commerzbank, alors qu'en Allemagne, on ne dépiste soi-disant jamais rien de douteux. La question du blanchiment est également débattue au Parlement européen de Bruxelles. On estime à au moins 280 milliards d'euros les capitaux d'origine suspecte blanchis chaque année en Europe. L'important, c'est que les règlements adoptés par l'Union européenne soient bel et bien appliqués. Appliqués concrètement. Je souligne bien concrètement, il ne s'agit pas de les appliquer formellement comme par le passé. L'Europe doit faire pression en ce sens sur les États membres. Les gouvernements des États les plus puissants d'Europe doivent agir pour protéger leurs ressortissants de l'influence des trafiquants de drogue et des groupes criminels organisés en général. Sont visés avant tout l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Les transactions financières doivent être contrôlées plus efficacement par des organismes indépendants. Il faut prendre sans plus attendre les nouvelles mesures contre la dissimulation d'actifs par le biais de sociétés immobilières privées ou de sociétés fantômes. Il convient de pouvoir confisquer rapidement les biens financiers et matériels des trafiquants, méthode déjà pratiquée en Italie où elle s'est révélée particulièrement efficace. Jusqu'à aujourd'hui, le crime organisé a pu infiltrer bien trop facilement l'économie de la plupart des pays d'Europe et l'influencer en conséquence. Et s'ils se mettaient à racheter une partie de la presse et de la télévision, ils finiraient par dicter leurs lois dans tous les secteurs, y compris culturels. Et la démocratie dans tout ça?